On reçoit beaucoup de questions sur le défi Dry January, le janvier sans alcool, une initiative venue du Royaume-Uni. C'est la 2e édition en France. Et pour en parler avec nous, Amine Benyamina, bonjour, merci d'être en direct. Vous êtes le président de la Fédération française d'addictologie. Alors on a Nico qui nous dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce Dry January? Une énième bonne résolution de début d'année qu'on ne tiendra pas. Quelle est l'idée? Merci pour l'invitation. L'idée est très simple, hein. Ça fait maintenant la 2e édition que les associations portent. L'idée, c'est de faire une pause après les excès, entre guillemets, du mois de décembre avec l'alcool. Et c'est un défi, c'est pas le janvier sec comme on a pu le penser, comme on l'a traduit littéralement de l'anglais dry. Et donc, on fait une pause sur sa consommation d'alcool et on voit comment on va. Donc, les appréciations de ceux qui l'ont fait l'année passée sont intéressantes puisqu'ils disent on se sent bien, on est moins fatigué, on a perdu du poids, on dort mieux. C'est un certain nombre d'éléments qui font que c'est intéressant de faire cette pause et d'essayer de relever le défi. Alors, c'est un défi qu'on relève individuellement, mais dans une ambiance collective plutôt ludique et joyeuse. Et on annonce autour de soi, cette année, je fais le défi. Voilà l'idée en gros, qui est la philosophie du dry britannique et qui est celle du défi français. Concrètement, les bénéfices, qu'est-ce que ça peut être? Vous dites, à part se sentir bien, on le voit physiquement? Perte de poids. Il y a une perte de poids réellement, pas mal. on dort mieux, on dort mieux, on a un meilleur teint, on est plus en forme, c'est évident. Et puis, ce qui est intéressant, une fois passé ce mois, on se rend compte que les personnes qui l'ont fait ont une meilleure approche de leur manière de consommer dans le reste de l'année. Et on a rarement l'effet, j'allais dire, l'effet ketchup. En gros, quand on se retient, puis d'un seul coup, tout arrive au mois de février. Non, on voit les gens arrivent à savoir quels sont leurs rapports le reste de l'année avec l'alcool. Et ça a été rapporté par pas mal de témoins. On a quand même beaucoup de questions, de réactions qui arrivent. Ce que vous dites est tentant, mais là, c'est quand même un mois de janvier très particulier, en pleine pandémie, une menace de reconfinement. On nous enlève tout. Est-ce que, finalement, si un petit verre, ça peut aider à être réconforté le soir, est-ce que c'est si grave que ça? Ça n'est jamais grave quand on a des problèmes avec l'alcool. Ça n'est jamais grave. En revanche, il faut être conscient que l'alcool n'est pas un produit banal. Et donc, il est utile de temps en temps, une fois par an, de voir quels sont les rapports qu'on a avec ce produit. Rappelons évidemment que l'alcool, c'est 42 000 morts par an en France et que la France est le premier pays présentant des consommations rapportées à la population importantes et les problèmes liés à l'alcool. Que les choses soient claires, le défi de janvier ne concerne pas les personnes en difficulté avec l'alcool. Il concerne tous les Français. Vraiment, il concerne tous les Français. Et c'est important de rappeler le contexte dans lequel ce défi arrive. Il arrive après deux confinements. Et on a eu quand même des chiffres intéressants et qui doivent nous alerter. On a majoré la consommation des produits psychoactifs de 15 à 20%, tous produits confondus. Benzodiazépines, c'est-à-dire des somnifères, du cannabis et de l'alcool. Et donc, c'est important de voir où on en est. Et les Français ont pris le pli, comme la plupart des personnes dans le monde, à hiérarchiser les risques en disant, bon, le pire qui puisse nous arriver, c'est la Covid. Devenir alcoolique après quelques excès est vraiment un risque qui est très, très lointain. Ce qui est vrai. On a Arthur qui nous demande justement comment savoir si on est dépendant. C'est une question de dose ou c'est une question de fréquence? Est-ce qu'un verre tous les soirs, c'est finalement plus grave que 3 verres le week-end? C'est le rapport qu'on a avec l'alcool. Ça n'est ni une question de dose ni une question de fréquence, c'est les deux à la fois ou pas du tout. C'est la manière avec laquelle on a un rapport avec l'alcool. Si vous consommez de l'alcool de temps en temps et qu'à chaque fois que vous consommez jusqu'à l'ivresse et vous n'avez aucun problème par ailleurs, vous devez vous poser la question sur votre liberté de vous abstenir. Si vous consommez de l'alcool et vous prenez le volant et vous diminuez et vous augmentez les risques d'avoir un accident de la voie publique, c'est un item, c'est-à-dire c'est un critère qui peut aussi être un critère non pas de dépendance, mais de problématiques liées à l'alcool. Voyez. Et ensuite, lorsque vous dépassez, entre guillemets, tous ces seuils, vous rentrez de ce qu'on appelle les dommages liés à l'alcool, les problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, hépatiques, neurologiques. C'est tout ça qui doit alerter. C'est que les personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, inconsciemment et même parfois très consciemment, savent qu'ils ont un problème avec l'alcool. Ensuite, c'était le mécanisme du déni. On est toujours moins alcoolique, on a toujours moins de problèmes que le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Casimir se demande s'il y a un alcool qui rend plus dépendant. Vous savez qu'en France, le vin, pour certains, c'est sacré. Alors là, je vais rapidement régler cette question, si vous me permettez.
l'alcool, ce n'est pas l'enveloppe. L'alcool, c'est la concentration alcoolique dans tous les alcools. Un verre de vin correspond à une coupe de champagne, à une dose de whisky, à une dose de pastis, et correspond à des liqueurs, et tout ceci avec les repères, ce qu'on appelle les verres de bar. Donc c'est le ROH, c'est la concentration alcoolique qui est intéressante et importante. Et nous avons des alcooliques avec du cidre. Nous avons des personnes qui ont fait l'objet de transplantation hépatique, c'est-à-dire des personnes qui ont eu une greffe du foie parce qu'elles étaient consommatrices de cidre. Vous voyez ? Vous pouvez nous rappeler les doses raisonnables, entre guillemets ? Alors, il n'y a pas de dose raisonnable. Il y a une convention, une dose médiane, à partir de laquelle il faut déclencher une intervention. C'est 2 verres par jour. Je répète, ce n'est pas le Pyrex dans lequel vous prenez votre eau minérale à la maison. Ce sont des verres de bar, hein, ce sont des doses, 2 verres par jour, sans dépasser 10 par semaine, avec une fenêtre de 48 heures pour pouvoir permettre à l'organisme de souffler un peu. Et on peut faire des maladies avant, on peut ne pas en faire à cette dose-là. Ce que je retiens de votre explication et de vos arguments que je trouve très convaincants, c'est en effet que c'est pas seulement l'idée de freiner d'un seul coup après les excès, c'est aussi de mieux maîtriser sa consommation d'alcool. Et au fond, voilà, c'est pas simplement un travail sur un mois, c'est que ce travail sur un mois va avoir des conséquences positives sur notre façon de consommer de l'alcool en février, en mars, en avril, etc. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur argument qu'on peut donner à cette initiative. Ah oui, c'est un défi. Il faut que les gens se rendent compte que c'est un défi ludique. C'est pas, voilà. Et ce qui est important, ce qui est difficile à faire entendre aux Français, on est tous pareils, hein, attendez, je m'y inclus, on a le sentiment que boire, c'est normal. Il faut dénormaliser sans culpabiliser. Non, il faut connaître les risques, il faut connaître les enjeux liés de santé publique liés à la consommation d'alcool. Et puis, une fois qu'on est prévenu, on a la liberté de boire ou de ne pas boire. Mais simplement, en tant que professionnel de santé et vous, en tant que journaliste, on a l'obligation éthique de dire ce qu'il en est. On est le 5 janvier, il y a 26 jours à tenir encore. Pour ceux qui relèvent le défi, donnez-leur des petits trucs, justement, pour oublier Alors, on a des ce petits petit trucs à verre. leur donner. Tout à fait. La première des choses, c'est à dire, quand ils sont invités ou bien quand ils décident, ils disent dans leur entourage, cette année, je fais le défi. Donc, c'est pas la peine de me proposer, je fais le défi. Et je vous invite à le faire avec moi. On va avoir des galettes, on va avoir des anniversaires, on va avoir des pots, on va avoir des apéros. Donc, il faut leur dire, vous foutez la paix et je vais essayer de tenir. Si je ne tiens pas, engueulez-moi ou alors on va rigoler de ça. Non, mais vous avez raison, il faut faire ça entre amis. Les gens avec qui vous avez l'habitude. Oui, mais non, mais c'est vrai. Non, c'est triste. C'est ça qui est. Tout à fait. Et puis, on a mis en place des outils pour accompagner. Vous savez qu'on le fait sans les pouvoirs publics, hein. Ce sont les associations avec zéro denier. Mais c'est pour ça aussi qu'on en parle d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'initiative, effectivement. Et évidemment, c'est pas faute d'avoir, il y a 2 ans, essayé de pousser, mais bon, ça vient pas, on le fait. Et je remercie vraiment du fond du cœur la presse et BFM TV de jouer le jeu tous les ans. Je suis invité régulièrement et je vous remercie. Vous faites un travail entre guillemets, de santé publique de fait. Donc c'est hyper important de le faire. On a un éphéméride tenu par Al et Colline sur Twitter qui régulièrement fait un dessin et pour aider les uns et les autres. Il y a une application, il y a le logo Dry January Défi de janvier. Tout ça constitue une véritable communauté virtuelle qui s'aide et qui discute. Il y a certains hôpitaux qui jouent le jeu. On a un petit badge. Tout ça, évidemment, à fond perdu, entre guillemets, de notre part pour pouvoir soutenir les gens. Ça commence à prendre petit à petit. Bon, c'est peut-être pas exceptionnel, mais c'est comme ça.